J'invite donc Alain Pellissier à nous rejoindre. Peut-être donc pour cette séquence qu'on pourrait appeler, pourquoi pas, une sorte de rétro-prospective. Donc pour toi, Alain, là tu vas... je te laisse prendre un petit temps d'inspiration et d'aspiration pour nous donner une synthèse, donc peut-être une vision aussi sur cette rencontre, sur ces 2 journées. Donc c'est un travail précieux que tu vas nous livrer. Et juste, voilà, juste en glissement, et c'était Chris, donc tu souhaitais que l'on donne quelques nouvelles de votre réseau, hein, du réseau Philo. Et juste pour dire là aussi, parce qu'il faut toujours faire ce petit moment rétro, on a parlé évidemment de l'origine de ce colloque sur mesure pour mesure, l'origine aussi de cette relation avec Arena, qui va se développer sur les questions de recherche en architecture notamment. Mais c'était aussi de dire pour ce réseau philosophie, architecture urbain, qu'il y a 30 ans, donc c'était mesure pour mesure, mais il y a 31 ans, Chris, tu étais déjà précurseuse peut-être. À l'école d'architecture de Clermont-Ferrand commençait donc cette autre aventure qui nous fait converger et confluer ici aujourd'hui. C'était l'inauguration des premières rencontres autour de l'architecture et de la philosophie. Et tout ça pour vous dire que, je dirais, le cœur et la source du réseau philo est toujours à Clermont-Ferrand, finalement, dans un endroit assez loin de la question du métropolitain, peut-être, en tous les cas, qui pose des questions de territoire. Donc, que le réseau est toujours à Clermont-Ferrand, qu'il est toujours soutenu par l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, et c'est important, et Thierry Pacaud avait raison hier, parce qu'il y a toujours une fragilité pour créer ces espaces et ces territoires de parole et de rencontres, et donc tous les soutiens sont les bienvenus, et celui de la Cité de l'Architecture, évidemment, ici a été précieux. Et puis c'est pour dire aussi que le cœur du réseau, c'est peut-être aussi toi, Chris, avec cette énergie et générosité que tu portes, et qui permet toutes... voilà. Donc je voulais qu'on applaudisse peut-être Chris. Voilà. J'adore faire ça parce que tu détestes ça. Voilà. Donc notre réseau aussi, vous le savez, c'est ce qui s'appelle un réseau scientifique thématique. Voilà, il y a les acronymes aussi, les RST. On est donc un réseau scientifique thématique. Ça veut dire qu'on est soutenu, on est appuyé par le ministère de la Culture et par le BROP, et qu'en janvier de cette année, on a été de nouveau reconduit, réhabilité, ce qui est aussi un moment important pour un programme sur 3 ans, qui est encore, bien sûr, à développer, et je vais vous parler de quelques petites pistes, bien sûr, sur lesquelles nous sommes, dont celle, évidemment, que l'on vient de vivre pendant ces 2 jours, qui est ce colloque Arena, donc qui inaugure ce programme. Et finalement, ce qui était intéressant dans ce colloque, c'était, tout à l'heure, j'avais parlé finalement, votre trio, c'était une des formes de l'expression de cette rencontre architecture et philosophie. Je crois qu'un réseau, c'est d'abord ça. C'est donner les formes, le lieu, les espaces, les supports pour que ces rencontres, sous différentes formes, aient donc lieu. Dans une certaine mesure, ces colloques sont importants parce qu'il y a des prises de risques par beaucoup d'entre vous. On peut penser à, pourquoi pas, Benoît Goetz, on peut penser aussi à Richard Escoffier, par exemple, où on est dans ces moments de fulgurance, des espaces qui s'ouvrent, une transmission d'une sensation, je dirais même. Et aussi, on est dans ces moments plus studieux, de transmission de savoir, de réflexion, de concepts, qui essaient, voilà, de débrouiller cette relation complexe, heureuse, entre philosophie et architecture, faite de détournements, pourquoi pas des concepts, de leur nomadisme, et aussi de cette, peut-être un des éléments de partage, qui est qu'en philosophie et en architecture, il s'agit effectivement de construire une pensée, quoi. Alors on ne la construit pas du tout pareil, peut-être quand on se parle, on pense qu'on se comprend, mais ça se trouve on se comprend finalement pas du tout. Mais en tous les cas, voilà, le réseau c'est avant tout ça, et je le disais, c'est avant tout vous qui le faites vivre par vos apports,
vos contributions, et je dirais à nous, à notre équipe, de créer ces espaces de débat, d'échange et de discussion. Je retiens aussi de ce matin de Franck Guéry, non, de François Guéry. Je vous laisse choisir qui est le monstre ou la merveille entre les deux. En tous les cas, quand il a parlé de Nietzsche, il a dit ce dont on a le goût, on le fait. Et je dirais que voilà, le réseau, c'est on a le goût de l'architecture et de la philosophie, donc on le fait, sans avoir, comme le disait Peter, peut-être en rappelant Derrida hier, qu'on n'a pas forcément de grandes questions inaugurales et de grandes idées pour justifier cette rencontre ou chercher à la légitimer. Alors, voilà, après cette petite ouverture, évidemment, on est là pour vous dire qu'on va vous solliciter et qu'on vous sollicite déjà sur des contributions et sur diverses actions. Je vais juste dire, en gros, le réseau philo, ce qu'il fait, ce qu'il va faire, et ce que l'on attend finalement aussi de vous. C'est aussi, peut-être d'abord, et de plus en plus, la revue dit le philotope, celui qui aime les lieux, dont le numéro 11 va paraître très très prochainement sur bâtir au contact du risque, dont je dirais certains éléments du débat et de la question de l'anthropocène et de ces énormes enjeux de responsabilité voilà, qui sont maintenant plus que face à nous, c'est-à-dire dont il faut agir concrètement. Donc il y a le philotope qui est sur cette revue qui a un dossier thématique particulier. Il y aura des appels, je dirais, à proposition pour que certains d'entre vous puissent solliciter une thématique que vous souhaiteriez porter. Donc on va vous solliciter sur l'écriture de ce philotope. Je ne sais plus si Thierry Paco est là, mais j'attends un petit texte par ailleurs. J'en profite. C'est aussi, bien évidemment, les colloques, les journées d'études, comme celle-ci, l'aventure importante d'Arena et d'Arena 2, où nous tâcherons de parler aussi anglais et d'être dans cet échange, où l'enjeu est de réfléchir à la question de la recherche architecturale, et sur cette question qui a été introduite sur le by design, par exemple. Qu'est-ce que peut l'architecture aussi, dans cette capacité à donner forme et à faire image, et à faire lieu, une fois qu'on le construit. Voilà. Qu'est-ce que l'architecture peut et apporte à la question de la recherche. Nous avons aussi de programmer d'ici un an, et il y a été question aussi beaucoup de l'enseignement, finalement, dans cette question de la transmission. Il y a une école à Clermont-Ferrand, pour le coup, qui va inaugurer à la rentrée prochaine son nouveau lieu et sa nouvelle école. Et à ce titre, le réseau philo, par attachement, en tous les cas, on s'est dit, oui, effectivement, ça pourrait être très intéressant. Qui dit nouvelle école peut être le moment adéquat, opportun, pour se poser la question de l'enseignement de l'architecture. Et comme on est le réseau archiphilo, bien évidemment, nous allons nous poser la question de l'enseignement de points architecture et philosophie. J'allais dire, en nous comptant, Thierry Paco disait aussi, on est peut-être un réseau où si je commence à récupérer un autre concept qui va prendre l'éparse, nous sommes peut-être éparses. Mais en tous les cas, ça va être aussi l'occasion de se compter au niveau de l'enseignement, de ceux qui investissent ces questions-là, en mobilisant beaucoup, je dirais, les ressources au sein des écoles d'architecture françaises, mais bien évidemment au-delà, parce qu'on a vu, et grâce aux rencontres aussi à Arena, voilà, de toutes ces questions qui se posent, aussi bien en Italie, on l'a vu, en Belgique, et où la question d'enseigner est un point important. Et ces deux journées, bien sûr avec Xavier Bonneau qui y réfléchit, aboutiront à un numéro spécial du Philotope. Et puis, bon, c'est le travail constant, permanent, de soutien, d'aide, d'appui à des ouvrages où le réseau contribue à effectivement diffuser cette pensée avec des ouvrages, on va dire, de référence aussi. J'ai mangé un des ouvrages clés qui a été
Voilà, il y a des ouvrages de référence qui sont produits par le réseau et qui sont là pour constituer un véritable savoir, un état de la question sur la philosophie et ce qu'elle dit de l'espace, ce qu'elle dit des lieux, etc. Donc tout ce travail évidemment de fond va lui aussi continuer sur ce soutien, cet appui que l'on pourra apporter à ces projets de rencontres et de développement de nos savoirs aussi sur cette question architecture et philosophie. L'autre point, qui est un point en soi émergent, mais on a bien vu que la question de la responsabilité, finalement, était de la gravité, gravité pesanteur et gravité de la situation climatique. Le philo commence à être en relation, notamment avec un organisme, une association assez importante en Rhône-Alpes, qui s'appelle VAD. Là aussi, Thierry Pacaud dira attention, c'est un petit peu toxique, ça s'appelle Ville et Aménagement Durable. C'est une association qui est une plateforme collaborative et d'échange, où je dirais peut-être qui essaie effectivement de sauver l'expérience et l'expérimentation par rapport à la question du durable, où nous sommes confrontés constamment à des questions de normalisation, des questions de critères ou d'indicateurs qui seraient les éléments de mesure de pratiques vertueuses, on va dire, ou de pratiques dont je pense qui vont dans le sens, en tous les cas, de critiques que tu faisais à l'instant. Donc là, on commence cette collaboration-là pour aussi se dire, nous travaillons les concepts, nous travaillons à la pensée sur l'architecture, et c'était aussi de s'interroger sur cette question de l'action et de la responsabilité, et cette plateforme donc, qui regroupe des ingénieurs, des architectes, des maîtres d'ouvrage, des entreprises, des chercheurs, réfléchit à transmettre, est un lieu de formation, de transmission, justement, d'expérience sur peut-être cet amour de la Terre, ou en tous les cas, qui prend à cœur ces enjeux autour du durable. Et cet organisme doit faire une action qui est en cours d'élaboration, et très probablement le philo va tenter d'y participer. En tous les cas, ils sont très intéressés à ce que la philosophie, en tous les cas architecture et philosophie soient là, parce que c'est aussi, il y a une dimension prospective dans ces deux disciplines. Et il y aura sans doute, et ils vont faire un événement concernant Paris 2015 sur la COP 21, évidemment. Et donc peut-être là aussi, il y aura une présence et des sollicitations qui vont sans doute émerger. Voilà. Tout ça est en construction perpétuelle, mais source d'un très très grand plaisir comme ces 2 jours. Je vous remercie. J'ai été un peu long du coup. Alain, si tu peux prendre la parole. Bien. Après le dialogue fort auquel nous venons d'assister sur cette thématique du toucher-terre, il me semble que aborder ces questions d'architecture et philosophie mérite pour moi de toucher terre et de vous avouer que je ne suis pas philosophe. Je suis architecte, je suis intéressé, j'ai été intéressé par la littérature. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec la philosophie, quoique je l'ai lu très tôt et constamment, pourrait-on dire. Mais j'ai été toujours très gêné par la philosophie parce que c'était quelque chose qui était une manière de penser et qui m'échappait. M'échappait cette manière de parler librement, de parler couramment, de parler en pensant. Étant architecte et donc imparfait, j'avais tellement l'habitude de tout remettre en cause pour commencer le moindre acte que j'étais plutôt étonné par cette attitude du philosophe. Je vais apporter non pas des preuves mais des indices de mon intérêt pour la philosophie. Alors il ne s'agira pas ici de faire ni une synthèse ni une conclusion, mais plutôt de tenir un propos qui ouvre. Je vais d'abord dire « c'était bien ». Ça tient en 3 mots, c'est très court.
ça n'est pas suffisant. Je vais dire plutôt le bien que je pense de cette rencontre, encore l'architecture, encore le philosophe. Pour moi qui suis encombré d'une certaine mémoire pesante, je me souviens des premières rencontres et des propos de Jacques Derrida, dont je vais commencer par parler, et notamment à partir du moment où une deuxième rencontre commence, évidemment, la thématique qui surgit est celui de la mémoire, et peut-être même de l'amnésie créatrice. Les premières rencontres, les secondes rencontres, encore et encore des rencontres. Commençons d'abord par les préfixes. Je vais intituler ce que je vais dire. C'est un propos conclusif. Alors, vous allez me dire, vous avez confondu, il fallait parler des autres plutôt que de vous. Mais je terminerai en disant, en architecturant, en philosophant. Vous aurez remarqué tout de même qu'il ne s'agit pas d'un préfixe. Il ne s'agit pas non plus d'un nom. Il s'agit d'un verbe, et d'un verbe en action, ou d'un verbe en train de se faire, ou d'un verbe qui est en train de se modifier. En architecturant, en philosophant, ce ne sont pas deux moments séparés. Ce sont des moments qui peuvent se faire simultanément. Alors je vais commencer par, après avoir annoncé un suffixe, ou du moins une terminaison verbale, je vais commencer par parler des préfixes et du coup de dé, c'est-à-dire du dé de la déconstruction. Peter Eisenman, quand on lit ses premiers textes sur le mot déconstruction, était assez gêné par ce mot déconstruction. Il avait pensé d'abord à décomposition. Bon, cela sentait peut-être un peu trop mauvais. Il a donc pensé à déconstruction, et quand il a fréquenté des philosophes, notamment Jacques Derrida, Jacques Derrida n'aimait pas ce terme. Et notamment, il soutenait que dans une conférence qui a été tenue au Centre Georges Pompidou, j'avais eu la maladresse de présenter cette conférence, mais j'avais été impressionné par le propos de Derrida qui disait mais non, il ne peut pas y avoir de métaphore architecturale de la déconstruction, c'est le contraire. Par exemple, il n'y a pas de projet de déconstruction. On peut aujourd'hui interroger cette affirmation, mais il l'affirmait vraiment bec et ongle. Jacques Derrida était une personne avec qui on pouvait parler extrêmement simplement, et pour moi, c'était une très grande philosophie d'avoir pu parler plusieurs fois avec lui à propos d'un projet dans le parc de la Villette, qui ne s'est pas fait. Jacques Derrida et Peter Eisenman, il y a eu donc cette conférence du Centre Pompidou avec un projet qui devait se faire, qui s'appelait Choral Work. Et hommage à Platon, hommage à la Chora, vous savez, cette réalité du monde avec des cubes, des sphères, des pyramides, qui balance constamment dans un grand vent en osier, et qui préside à la construction, disons, du monde. C'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, c'est l'image que l'on peut en retenir pour commencer. Après Derrida, Eisenman, il s'est trouvé que j'étais en relation avec les déconstructivistes. Daniel Libeskind, qui était d'abord un dessinateur plutôt qu'un architecte, alors qu'il était déjà architecte, mais il a passé du temps à faire de la musique et à dessiner. Il a été difficile de convaincre un rédacteur en chef d'une revue pour dire « mais c'est de l'architecture, on va le publier ».
Et après, nous avons pu faire des conférences au Centre Pompidou sur son travail et avoir des discussions à des moments ou d'autres depuis jusqu'à récemment, pas très longtemps. Eisenman aimait le palindrome Eisenman-amnésie. Oui, le palindrome, c'est, vous savez, c'est cette formule qui se lit dans les deux sens. Donc, par exemple, élu par cette crapule. Bon, n'y voyez pas une critique de la politique actuelle, mais il aimait ce palindrome pour montrer que dans sa propre interrogation, qui était à la fois au croisement de l'architecture, de la philosophie, mais aussi de la psychanalyse, il y avait ce basculement perpétuel des choses, ce renversement que l'on pouvait opérer. Pour repartir de Toucheter, ce qui me frappe dans l'architecture, c'est probablement le fait que c'est vrai qu'il y a des fondations, mais il y a une architecture à partir du moment où ça part d'en haut. C'est-à-dire, on part du point le plus haut, et puis on descend, et là, on touche terre. Donc, c'est l'image que l'on voit, par exemple, de la Sagrada Familia de Gaudi. Il présente la maquette de ses études à l'envers, c'est-à-dire accrochée à un plafond, et donc vous pouvez voir l'idée émerger du ciel et vous descendre vers vous, et vous comprenez son architecture. Contrairement peut-être, mais je ne polémiquerai pas, hein, aux propos qui ont été tenus ce matin sur l'architecture gothique, non, l'architecture gothique n'est pas un mur. L'architecture gothique est la lumière. Et ça change tout. Villard de Honnecourt a représenté l'architecture gothique comme une espèce de clocher qui monte vers le ciel en s'effilant, mais avec une main dont on ne connaît pas l'origine, Dieu, l'architecte, etc. Et cette main, quand on la regarde, elle vient d'en haut. Elle ne vient pas d'en bas, elle vient d'en haut, et ce n'est pas une main calleuse, ce n'est pas une main d'ouvrier, ce n'est pas une main qui peine en retournant la terre, c'est la main de quelqu'un qui saisit un geste. Alors, tout à l'heure, Philippe a parlé d'amour, mais un geste léger. Avec les philosophes de cette époque-là, Jean-François Lyotard avec les immatériaux, et qui a travaillé avec Michel Butor sur son interprétation de Mobile, a posé un certain nombre de questions, cette question des immatériaux, et puis cette question aussi que peut-être on sera quand même un jour obligé de se poser. Pour rester dans le monde, ne faudrait-il pas quitter ce monde? Bon, il l'anticipe vraiment. Pour Deleuze et Guattari, moi, je retiendrai cette interrogation sur le mouvement au cinéma, l'image. On est ici dans une salle qui a été la Cinémathèque, avant d'être celle de Guéry dans le parc de Bercy. Bon, voilà à peu près l'horizon des années 80 dans lequel nous étions quand nous parlions entre des architectes, des philosophes. Et il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des écrivains, il y avait d'autres personnes qui rentraient dans cette communication. Deux livres m'ont vraiment marqué au tout début, celui de Daniel Payot, où là on comprend ce qu'est l'architecture pour le philosophe. Les livres de Thierry Pacaud pour l'urbanisation généralisée pour le philosophe. Et puis, Chris Younes, l'architecte pour le philosophe. Et je vais commencer par faire
un panégyrique de Chris, parce qu'elle ne le fera jamais, et elle n'oserait pas le faire. Mais je vais vous dire comment moi je l'ai approché, d'abord à Clermont-Ferrand, dans des jurys, etc., mais avec une rencontre aussi avec Luigi Snozzi, et puis après avec Kenneth Frampton à Lyon, et puis à l'école spéciale, dont à l'époque j'avais eu le courage et peut-être l'erreur de vouloir être le directeur. Elle a voulu monter un enseignement sur architecture et philosophie, qui continue d'ailleurs aujourd'hui avec Stéphane Monzani et d'autres, et qui s'appelle Architecture des milieux. Notre première étudiante, je crois, qui est ici, et qui est iranienne, Sarah Kamalvan, avait fait un très beau travail sur Téhéran, et c'était véritablement un travail de projection en se disant Téhéran 2050, qu'est-ce que ce sera à partir du moment où on réhabilite, où on retrouve des traces qui ont été enfouies, qui ont été cachées, notamment de l'eau, de ruissellement qui vient de ces montagnes et qui se perdent dans le désert. En architecturant, en philosophant, je dirais, avant de parler de peut-être quelques points de la journée, mais le bien que je pense de ces 2 jours-ci, parce que encore et encore, c'est, on pourrait dire, encore et encore, il y avait déjà hier, il y a aujourd'hui, bon, mais peut-être que c'est encore, par rapport à la première, c'est la première étape, la seconde étape, et puis encore et encore, on suppose qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Je ne saurais pas parler du mal, ici, non pas par incompétence, mais par volonté. Je préfère parler ce que j'ai trouvé bien dans ce que j'ai entendu. Et je me souviens de cette phrase de Wittgenstein, qui a été traduite un peu maladroitement en français par « ce dont on ne peut parler, il faut le taire ». C'est une traduction assez imparfaite. En anglais, ça donne « What we cannot speak about, we must pass over in silence ». Et à ce moment-là, le silence est riche de sens. En architecturant, en philosophant, on remarquera le participe présent. Le « en » non pas comme préfixation, mais le « en » comme suffixation. Je n'hésite pas avec les néologismes. La modernité du « en », médiance, reliance, gouvernance, médisance. Non, ça c'est plus ancien. Et un livre qui vient d'être traduit par Martin Heidegger, enfin qui vient d'être traduit de Martin Heidegger, pardon, qui s'appelle « De l'avenance ». C'est un terme français du traducteur François Fédier, mais qui est très important parce que c'est un livre inachevé. Ça suit Être et temps, Sein und Zeit, et Heidegger, voulant continuer sa pensée non pas du recommencement, mais d'un autre commencement, commence à réfléchir sur un certain nombre de notions. Et ce qui m'a frappé dans ce texte, qui n'a jamais été publié parce qu'il était énormément sollicité sur Sein und Zeit, il s'est aperçu que ce serait peut-être une erreur de faire un 2e livre de la même importance, alors que le premier produisait des effets qui ont duré. Donc il l'a laissé de côté. Et dans ce livre de l'avenance, la notion de projetation est constamment questionnée. C'est même la question centrale du livre. Et en pensant plus devant soi, ce qui va venir, plutôt que ce qui nous a précédés. Donc, pour l'après-midi, enfin pour la journée, pardon, je voulais tenir un discours en 5 points. Vous allez me dire, ça a déjà été fait par quelqu'un d'autre.
Bon, mais là, ce n'est pas une référence directe à Le Corbusier, mais c'est plutôt qu'il me semble qu'il y a différents... on pourrait prendre cette journée à travers différentes thématiques. La première, c'est que ça se passe en plusieurs scènes. Il y a 2 actes. Bon, en général, on attend l'acte 3, mais les scènes, ici, il faut se dire que le colloque, moi je pense que le colloque a été vraiment très 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 bien organisé. Il faut féliciter vraiment les organisateurs. Il y a un séquençage, il y a une manière de répartir la parole, de structurer cette journée, c'est vraiment extrêmement dynamique et pertinent. Et donc, les différentes scènes, alors on pourrait mettre en rapport François Guéry avec Amnésie, l'architecture, et Richard Scoffier avec Passage. Je ne sais pas si Christian de Porzampar était prévu pour cette journée. Oui, il pensait venir, mais il n'a finalement pas pu parce qu'il avait une obligation. Oui, c'est ça. Il était effectivement prévu qu'il soit avec Richard Scoffier. Oui, c'est ça. Il viendra l'année prochaine. Oui, très bien. Oui, mais il dira qu'il viendra l'année prochaine. Il a un emploi toujours très difficile. Bon. J'ai vraiment été intéressé sur ces deux thématiques. J'étais un peu gêné je ne sais pas s'il est là, François Guéry. Il est parti. Bon, alors c'est un peu gênant de faire une remarque, mais c'est encore une remarque positive. Mais c'est cette remarque sur le mur, et notamment du mur de la cathédrale gothique. Si on pense le mur uniquement en matérialité et non pas en lumière, on interprète à l'envers et certainement d'une manière erronée l'architecture gothique proprement dite et peut-être même toute l'architecture en même temps. Pour le thème 2, je vois que Richard aussi nous a quittés, donc je vais aller assez vite. Le thème 2 est plutôt autour des questions d'architecture et philosophie. Mais là, je pense que Chris, peut-être que tu feras un résumé plus pertinent de tout ça. Parce que, en fait, c'est très difficile pour moi de résumer ces propos, mais avec ces préfixes post, néo, bio, etc., on pourrait dire que les questions posées demeurent, les situations s'aggravent. Sur le point 3, c'est plutôt la transition, les 2 textes de Xavier Bonneau, Un nouvel âge de l'architecture à l'ère de l'Anthropocène, et Luca Merlini, Le milieu du monde, l'île et le lexique. Je me demandais à un moment donné si ce n'était pas un terme chinois, mais en fait c'est le mot lexique coupé en 2. Il me semble que l'articulation des notions que j'ai pu percevoir, ça a été un passage de cette notion de transition à une notion de transformation, et le fait que finalement l'architecture pouvait rentrer dans une réflexion où la projetation aurait sa place. Et Xavier Bonneau a su ouvrir nos dialogues pour quitter cette période des années peut-être 80, qui ont été certainement fondamentales, mais qui aujourd'hui sont peut-être dépassées, vers un nouvel âge de l'architecture en se posant cette question de l'anthropocène, donc du vivant, de la relation du vivant avec du minéral, du végétal, etc. Donc une sorte de relation dynamique entre toutes ces notions. Éco, co, re pour Stéphane Ponzani. Est-ce une lecture
dyslexique de encore, écho, co, re, pas du tout. Ces trois préfixes ont été illustrés. On a pu remarquer, notamment dans l'exposé de Chan Wang, dans toutes ces notions, il y a toutes ces notions voyage, et en fait, la question de la culture est très importante. Et il est vrai que Chan Wang a montré réellement une manière dont la Chine aujourd'hui et certains Chinois aujourd'hui s'intéressent à ces questions avec une méthodologie. On pourrait dire que peut-être aujourd'hui nous pensons autrement avec des notions extrêmement plus vastes et plus complexes, dans des jeux de relations plus vastes et plus complexes que simplement des diagrammes juxtaposés. Je finirai en remerciant donc Chris Younes, à qui j'ai rendu hommage tout à l'heure, et puis à Benoît Goetz, Philippe Madec, et puis David Marcillon en même temps, pour terminer par les propos suivants. C'est dans en avançant. C'est aussi dans en avant. Alors, pourquoi pas une rencontre architecture-philosophie à la fin de l'année 2015, quand se tiendront les fameuses rencontres de Paris, parce que là, nous serons peut-être ouverts sur un monde beaucoup plus large. Il me semble que ces questions-là, aujourd'hui, c'est véritablement dehors qu'elles se posent. En sortant de cette salle, il y a une conjonction d'objets à regarder et qu'on avait peut-être un peu du mal à voir. Il y avait d'abord la Tour Eiffel hier, qui avait complètement disparu dans la pollution. Aujourd'hui, il y a la Lune qui occulte le Soleil. Donc ça fait deux conjonctions juxtaposées, simultanées, et qui pourraient nous permettre de penser un tout petit peu plus loin. Début 2015, nous étions tous Charlie. Nous étions tous dans la rue, entre la place de la République et la place de la Nation. En mars 2015, nous sommes tous Tunisiens. Fin 2015, nous serons tous. Bref, nous devons nous projeter à des échéances, à cette échéance-ci, peut-être l'acte 3 de ce colloque. Et merci beaucoup Alain d'avoir accepté de faire la dernière intervention et de garder ce côté épars qui a finalement circulé pendant qui était dans l'esprit finalement du colloque. Je crois que ça va être très très bref hein, parce que je vais essayer de pas oublier les choses importantes, mais il y a 2-3 petites choses. Je pense effectivement que cette question d'avoir divagué, d'être passé par différents moyens, différents endroits, pendant ces 2 jours, ça a été extrêmement important. Et c'est avec cette idée que comment est-ce qu'on peut se tenir au plus près de l'ouvert, que l'on soit architecte ou que l'on soit philosophe. Comment se trouver toujours au plus près de l'ouvert, dont on ne sait pas si c'est un ordre ou un chaos, mais certainement dans le pli entre les deux. Donc je crois que je trouve qu'il y a eu vraiment cette espèce d'esprit qui a circulé pendant ces 2 jours. Donc c'est vrai que moi je veux vous remercier chacun d'entre vous pour vous être impliqués dans cette rencontre, vraiment beaucoup impliqués.
donc nous avoir soutenus, parce qu'en fait, c'est en étant là que ça marche. Je pense aussi par la qualité vraiment des interventions des uns et des autres, la grande diversité qui a circulé dans la façon d'aborder la question, la même question, hein, dans ce jeu, parce que nous on a voulu le poser comme un jeu, le jeu des préfixes, mais comme tout le monde sait, le jeu c'est toujours très sérieux, et en même temps ça l'est pas trop, mais en tout cas c'est quand même ce qui s'est vraiment passé pendant ces 2 jours. Alors la petite phrase qu'on avait cogité avec Céline Baudard, donc vous avez bien compris que c'est le travail qu'on a fait ensemble de façon très étroite, du début jusqu'à la fin, avec le soutien de toute l'équipe du GERFO. On a dit, on a encore beaucoup de choses à se dire. Alors c'est toutes ces choses que j'avais un peu écrites, pas oubliées à dire. Donc c'est clair que on va organiser donc cette 2e rencontre, puisqu'on avait annoncé que ça serait un colloque en 2 temps. Donc tous ceux qui souhaitent intervenir et qui n'ont pas eu l'occasion de le faire cette fois seront les bienvenus. Je m'excuse vraiment beaucoup pour ceux qui se sont sentis un peu squeezés dans la parole. Je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui vraiment n'ont pas eu l'espace qu'ils auraient aimé avoir pour pouvoir expliciter, déployer leurs paroles. C'est vrai que c'est pas simple, il y a toujours des petites choses comme ça qui font que, voilà. Donc, c'est vrai bien d'essayer de le minuter, enfin minuter dans le bon sens du terme, dire de l'organiser pour que chacun puisse partager le temps, partager l'espace-temps. Je crois que c'est dans l'ensemble ce qui s'est passé. Et donc, juste pour dire que pour tous ceux il faudra envoyer des textes puisqu'on veut faire une publication. Donc on va voir si on l'a fait d'un coup, enfin, les 2 années réunies, ou un pas puis un autre. On serait plutôt favorable pour un pas puis un autre. Donc il va falloir qu'on trouve les moyens parce que pour l'instant on n'a pas un centime de la chose, mais on va y arriver, c'est sûr et certain. Donc on vous donne rendez-vous pour 2016. Alors je remercie justement tout le monde, bien sûr. La Cité de l'Architecture qui nous a accueillis, puisque nous, quand on est venu voir Guillaume Sellem et Marie-Hélène Contal, c'était pour leur demander s'ils voulaient bien nous offrir une salle gratuitement. Ils nous ont offert la salle et aussi la publicité pour pouvoir communiquer et l'aide pour que cette rencontre ait lieu. Je pense que cette salle nous a été très, très agréable parce que quand on est assis dans les fauteuils, c'est assez confortable. Et puis, il y a quand même un espace sur la scène, on peut se déplacer. Donc, merci beaucoup à la Cité de l'Architecture pour son soutien. Merci aussi à Arena. Donc, vous êtes tous invités, puisque moi, je suis aussi membre de cette association de recherche qui a permis à ce que la première conférence annuelle d'Arena, elle touche la question d'architecture et philosophie. Donc c'est une première, après il y aura d'autres thèmes bien sûr, mais en tout cas merci beaucoup de nous avoir donné cette possibilité, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Et puis merci à toute l'équipe du GERFO et en particulier donc à Céline Baudard, dont vous avez que vous connaissez tous, puis c'est elle qui était en contact avec chacun, à Antoine Beguel pour le travail, les dessins, les affiches, et à Emmanuel Robertis. Merci beaucoup à vous 3.